Web Découverte, 7e Académie, mécanique des fluides appliqués aux appareils de robinetterie. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, nous allons parler mécanique des fluides appliqués aux appareils de robinetterie en partenariat avec le CETIM. Découvrez dans cette conférence en ligne les fonctions essentielles d'un appareil de robinetterie, le réglage et le sectionnement, ainsi que la théorie de la mécanique des fluides associés. En cette période inédite de confinement, cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par Pascal François, expert au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur François, je vous laisse la parole, c'est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler mécanique des fluides appliqués aux appareils de robinetterie. Je voudrais resituer, donc moi, je travaille au CETIM. Mon nom, c'est François. Je suis responsable d'affaires dans le domaine des pompes et robinetterie et je m'occupe aussi de formation pompes et robinetterie. Voilà, je vais resituer l'intervention dans l'activité du CETIM. Donc, le CETIM, en fait, c'est aujourd'hui, c'est plus de 1000 personnes, une offre commerciale en mesure, en essai, en innovation, en expertise, ingénierie système. Donc, l'ingénierie que l'intervention fait partie, les outils, les méthodes évoluent très vite, les enjeux sont déterminants. Il faut optimiser les phases de conception, intégrer des nouvelles activités. Et les plus du CETIM, c'est des moyens qui sont à votre service. Et 450 formations CETIM Academy. Donc, je vais vous démarrer par les différents types de robinets, des fonctions hydrauliques et les régimes transitoires. Bon, les différents types de robinets, donc, avant de parler mécanique des fluides, on va revoir qu'est-ce que c'est qu'un robinet et de la robinetterie industrielle. Et on appliquera donc la mécanique des fluides à ces types de robinet. Donc en fait, la robinetterie industrielle comporte les 4 grands types de robinets: robinet vanne, robinet soupape, robinet papillon, robinet à tournant. Il est important que dans le point de vue de normalisation, on appelle toujours appareil de robinetterie. Ça, c'est la robinetterie industrielle. Ensuite, il y a un autre volet qui est la vanne de régulation, qui est un domaine différent de la robinetterie industrielle. Et le clapet entour et soupape, qui sont des accessoires, entre guillemets, qu'on va détailler également. J'insiste sur la vanne de régulation. C'est vrai que c'est des métiers et des entreprises, même que vous devez connaître, qui sont différents de la robinetterie industrielle. Donc, bien sûr, il y a les 4 grands types. Et ensuite, vous avez quand même, on a un avantage, c'est que chaque constructeur d'appareils de robinetterie a son savoir-faire, et il peut proposer d'autres types, bien sûr, d'appareils de robinetterie. Donc là, c'est vraiment les 4 grandes familles des robinetteries. On va parler aussi, voilà, mécanique des fluides, qu'est-ce que c'est un robinet? C'est 2 fonctions essentielles. C'est quand même un robinet, c'est quand même de sectionner, d'avoir une étanchéité et de faire couler du fluide, de régler. Le premier robinet qu'on va voir, c'est le robinet vanne. Donc là, l'obturateur se déplace perpendiculairement au fluide. Donc, il a peu de perte de charge, il a une bonne étanchéité parce qu'il est autoclave. Donc, quand la pression agit d'un côté, on a le siège qui vient se serrer contre l'opercule. En contrepartie, ça, on aura des forces pour l'ouvrir, des forces d'ouverture et de fermeture assez importantes, parce qu'on aura un frottement de l'opercule sur le siège avec le coef de frottement d'opercule sur le siège. On a 2 types de sièges, on peut avoir des parallèles et coniques. Le conique est plus compliqué à réaliser, mais justement diminue ces efforts de manœuvre. La taille moyenne, c'est inférieur à des N500. On peut retrouver des gros, mais c'est quand même ça, c'est des ordres de grandeur et c'est facile d'entretien. Ce qu'il faut donc bien retenir pour ce type de robinet-là, c'est vraiment un robinet de sectionnement. On ne fera surtout pas de réglage avec ce type de robinet.
Le robinet soupape. Donc là, le robinet soupape, vous avez une photo. Donc on a un clapet et on a un clapet qui se déplace dans le même sens que celui de l'écoulement. On a des pertes de charge qui sont importantes, mais elles sont faites pour ça, parce que ce sont des pertes de charge. Ce robinet va servir à régler un certain débit ou régler une certaine pression. On aura aussi des efforts importants, des efforts d'étanchéité, parce qu'en fait, il faut vaincre, étanchéité en ligne, il faut vaincre l'effet de pression, donc P fois S, on verra tout à l'heure, mais aussi il faut y rajouter un effort. Certains constructeurs le multiplient un 4 fois l'effort de pression pour qu'on ait l'étanchéité. On a des températures et pressions, on peut avoir des températures et pressions élevées. Il est aussi fait pour des manœuvres, vu qu'on fait du réglage, des manœuvres fréquentes, importantes. Et il est utilisé, on ne le voit pas dans des très grands diamètres. Et utilisé aussi pour tout type de fluide, de l'eau, vapeur. Donc, on peut l'utiliser pour différents, comme je l'ai dit, différents types de fluides, compressibles ou incompressibles. Le troisième grand type de robinet, c'est le robinet papillon. Donc là, en fait, c'est une lentille qui se déplace autour d'un axe orthogonal à l'écoulement. On l'appelle papillon parce que ça a une forme de papillon. Donc là, il y a très peu de perte de charge. C'est un robinet relativement simple, manœuvre simple et rapide du papillon. On peut faire du réglage, c'est pas fait pour ça entre guillemets, mais on peut sur une installation, par exemple d'eau, on voit pas deux types de robinets, on voit un robinet papillon et on voit pas un robinet de sectionnement à côté. Donc on peut lui demander de faire du réglage, surtout dans les petits diamètres. Donc on a une bonne étanchéité. Là on a une photo par exemple avec une manchette élastomère, un robinet métallique avec une manchette élastomère. On a des bonnes étanchéités. On le trouve dans des gros diamètres. On a des diamètres de 1200, voire diamètres de 2000. Tout ce qui est induction d'eau pratique, on aura des diamètres très très importants pour l'adduction d'eau. Quand on voit l'arrivée d'un château d'eau chez soi, entre le château d'eau et la maison, entre guillemets, il y a pas mal de robinets papillons. Après, chaque constructeur a son savoir-faire. Donc, on a des robinets à double centration, c'est-à-dire qu'on vient décentrer l'axe du robinet par rapport à l'axe du corps. Il y en a même qui font un triple centration, c'est qu'on vient décaler l'axe de la parabole du siège. Et donc là, c'est surtout pour augmenter l'étanchéité. Oui, essentiellement pour étanchéité, avec des contacts. Là, dans ces cas-là, par exemple, double centration, on aura beaucoup de contacts métal-métal pour pouvoir être utilisé à d'autres fluides que de l'eau. Et le quatrième grand type de robinet, c'est le robinet à tournant. On l'appelle aussi boîte sphérique, une quart de tour. Donc, c'est un appareil avec une sphère qui se déplace, orientable par rapport à l'axe de rotation. On trouve des robinets sphériques ou coniques, quand même la sphère qui est le plus utilisée. C'est des petits robinets, ça peut être des petits robinets que vous voyez chez vous, car qu'on appelle couramment quart de tour, mais on le trouve aussi maintenant, on peut le trouver dans des diamètres importants, c'est-à-dire quand même 300-400 mm, pas des très gros diamètres. Certains font des très gros diamètres, mais des applications très précises pour de l'air. Le réglage, par contre, le réglage, c'est pas fait pour ça. Le réglage est difficile. On verra un exercice tout à l'heure. On verra un exemple sur une ligne où pourquoi que le réglage est difficile. Le robinet sphérique, si vous connaissez un peu, quand on manœuvre le robinet, on vient fermer le débit dans les derniers tours, la dernière manœuvre de la sphère. On a une bonne étanchéité et c'est un robinet relativement simple, très simple pour les petits diamètres. Alors la difficulté, c'est quoi? C'est bien sûr l'usinage de la sphère, c'est-à-dire qu'il faut être capable de faire des belles sphères pour avoir un effort
essentiellement de manœuvres qui soient homogènes et qui ne soient pas trop importants. Alors là, on a parlé des 4 grands types de robinets en robinetterie industrielle. Là, on change de volet et on a les vannes de régulation. Les vannes de régulation, donc là, on est vraiment dans de l'horlogerie, j'allais dire, enfin très fine. Donc, on a souvent une cage, vous voyez, avec des multitudes de petits trous et un piston qui se déplace et qui vient obturer ou ouvrir ces multitudes de petits trous. Ça, on voit bien que là, on aura beaucoup de pertes de charge. Par contre, c'est le principe. C'est le principe, comme on vient ouvrir ou dégager des multitudes de petits perçages, on pourra réguler de façon assez fine le débit ou la pression. Donc, c'est des robinets. La vanne de régulation, excusez-moi, la vanne de régulation, on a beaucoup de pertes de charge. Ça va permettre aussi de résister à des pressions très élevées. Et on peut avoir, en fonction justement de la cage, avoir des débits en fonction de l'ouverture, qui soient des débits paraboliques, débits linéaires. C'est-à-dire qu'on peut choisir sa courbe de débit en fonction de l'ouverture. Bien sûr, ce sont des vannes qui vont être motorisées, pneumatiques ou électriques. Oui, j'ai parlé de tous les autres types possibles de robinets seront également motorisés avec des différents servomoteurs ou pneumatiques. Donc l'actionneur peut être différent. Avant de passer au clapet, bon là on a vu les 4 grands types, la vanne de régulation. Avant de passer au clapet, après on a des variantes en robinetterie industrielle. On a des vannes à membrane à manchon, des vannes à guillotine. Donc tout ça, c'est des types de robinetterie. Et chaque constructeur a aussi sa façon et son produit très spécifique. Alors, comme après en robinetterie, on a les clapets anti-retour. Donc là, vous voyez alors, les 3 types de clapets anti-retour. Donc il faut savoir que le clapet, il ne faut surtout pas d'intervention humaine parce qu'il est fait il faut qu'il se circule correctement dans un sens et qu'il vient fermer le fluide dans l'autre sens. Donc, il ne faut surtout pas d'intervention humaine. Donc là j'ai présenté sur la planche 3 grands types de clapets, abattant, clapet guidé et clapet à billes. Il y en a beaucoup plus que ça qui existent chez les constructeurs en fonction de l'utilisation. Il va dépendre du fluide utilisé, mais aussi un point qu'on ne voit pas apparaître sur le choix, et on verra dans les écoulements transitoires, c'est le coup de bélier, ou des choses que vous avez entendu parler du coup de clapet. C'est-à-dire que le clapet est ouvert normalement dans le sens. Quand on arrête le débit, normalement le clapet, le meilleur clapet, c'est celui qui va se fermer avec le fluide, sauf que quand le débit passe à 0, le clapet n'est pas forcément fermé, surtout pour le clapet abattant très simple. Celui-ci n'est pas fermé, et donc il y a un débit qui passe dans l'autre sens. Et là, on est dans le mauvais sens, entre guillemets, du clapet, donc on vient claquer, ce qu'on appelle couramment le coup de clapet ou le coup de bélier, on vient taper le clapet sur son siège. Et ça provoque un coup de bélier assez important, parce qu'on vient fermer brutalement un débit, et on verra tout à l'heure dans les écoulements transitoires, ces débits qui sont importants. Aussi, sur le choix du clapet, on va avoir aussi le fluide. Le fluide a une très grande importance sur l'utilisation du clapet et aussi les fréquences. C'est-à-dire que si on arrête une installation tous les matins par rapport à tous les mois, on ne va pas choisir le même type de clapet, on va plutôt choisir qu'on a des fréquences très faibles. On arrête très souvent, on va plutôt privilégier un clapet qui a très peu de perte de charge. On voit bien sur le graphe qu'un clapet abattant qui est tiré, clapet abattant quand il est grand ouvert, on aura très peu de perte de charge, par rapport à un clapet guidé qui est tiré du robinet soupape, où là on aura beaucoup de perte de charge. Toujours dans les appareils de robinetterie, on a la soupape.
Alors là, la soupape, là, c'est l'appareil vraiment de sécurité. Donc, où on doit avoir aucune intervention humaine pour qu'elle s'ouvre. Donc là, c'est la pression qui fait ouvrir la soupape. Et donc, on va la caractériser, une soupape, par sa pression de début d'ouverture et sa pression d'ouverture. Également, bien sûr, sa pression de refermeture et surtout, son coefficient de débit, c'est-à-dire le débit réel par rapport à un débit théorique. C'est-à-dire que la soupape, elle doit s'ouvrir, mais elle doit aussi laisser passer un certain débit, parce que si elle ne s'ouvre pas assez, si l'ouverture n'est pas assez importante, la pression va continuer à monter dans le réservoir. Donc, il est important de déterminer ces pressions des PDO qu'on appelle début d'ouverture, pression d'ouverture quand elle est grande ouverte, mais aussi son coefficient de débit, qui est important et qui peut être déterminé par essai, son coefficient de débit, pour que la soupape puisse dégager un débit assez grand pour éviter que le réservoir sous pression ou d'autres types d'accessoires où la pression continue à monter. Donc, je disais, dans un écoulement où est placé un appareil de robinetterie, on a deux grands types. Je dis soit un appareil de robinetterie est fait pour sectionner un certain débit, vapeur, air, eau. Dans ce cas-là, on lui demande d'être étanche. Et la deuxième fonction d'un appareil de robinetterie, c'est du réglage pour régler un débit ou pression. Le sectionnement, on a vu, il y a un robinet qui permet de sectionner, c'est le robinet Van. Et il faut quand même différencier deux types de sectionnement, soit en décharge, soit en sectionnement en ligne, avec une décharge, avec une résistance. Donc le clapet, on aura un delta P relativement faible au bord du robinet Van, ou à gueule B. Dans ce cas-là, on a une pression amont et on peut dire pratiquement la pression atmosphérique de l'autre côté, si on est une rupture, par exemple, de tuyauterie. Et là, on a un delta P qui est important, et le robinet Van doit pouvoir sectionner, donc se fermer, sous un delta P important. Donc en fait, le robinet Van sectionne, mais il y a bien deux types de sectionnement, sectionnement en ligne ou décharge en ligne. Le réglage. Donc le réglage, le robinet qui est fait pour ça, normalement, du réglage, le robinet industriel qui est fait pour ça, c'est le robinet soupape. Ensuite, donc le robinet soupape va permettre de faire du réglage. C'est le robinet classique que vous avez, le robinet de jardin, d'arrosage. C'est un robinet Van qui vous permet de régler le débit, ou la pression. On différencie par rapport à la vanne de régulation, où la vanne de régulation, ça sera un réglage asservi par rapport à un paramètre du fluide, c'est-à-dire qu'on va mesurer soit le débit, soit la pression, et reboucler avec une boucle d'automatisation. On va reboucler le signal pour asservir le robinet avec son servomoteur pneumatique ou électrique, ou hydraulique d'ailleurs, pour avoir une position par rapport au débit ou la pression qu'on veut. Donc ça, les deux grands types. La vanne de régulation, je vais dire, c'est vraiment le réglage le plus fin possible. Ensuite, pourquoi qu'on différencie les deux? Vous avez bien vu sur les schémas que j'ai présentés, c'est une question de prix. On voit bien qu'un robinet soupape, c'est un robinet relativement simple, de fabrication simple. Et par contre, la vanne de régulation, on voit que la fabrication sera beaucoup plus difficile et des fabrications un peu plus précises. Et donc, on va avoir des notions de prix qui sont pas du tout les mêmes, où on peut avoir des facteurs, j'allais dire des facteurs 10 sur les premières vannes de régulation, voire sur des grosses pressions, des facteurs 100. Enfin, 100, c'est vraiment un maximum, mais on est dans des prix qui sont pas du tout les mêmes entre la robinetterie industrielle et la vanne de régulation, mais on ne demande pas la même fonction. Donc, pour faire du réglage de robinetterie, il faut forcément connaître le débit et la pression. On veut régler le débit et la pression. Et donc, pour régler ce débit et la pression, il faut connaître l'hydraulique de l'installation, l'hydraulique du robinet. Et donc, il faut
passer par des équations de mécanique des fluides. C'est le deuxième chapitre de l'exposé où on va parler d'équations de mécanique des fluides. Donc la fonction hydraulique des robinets. Donc là, on va s'intéresser aux grandeurs importantes dans une installation. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'appliquer les équations de mécanique des fluides aux appareils de robinetterie. Il faut savoir que dans une installation, il y a deux grandeurs pour faire du réglage qui est importante. Deux grandeurs importantes dans l'écoulement, c'est la pression et le débit. Et la pression et le débit sont toujours liés. Quand on fait varier la pression, on a une variation de débit. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, on a toujours des grandeurs liées entre la pression et le débit. Ensuite, on va le voir aussi, c'est qu'un robinet ne travaille jamais seul. Un robinet d'installation, il y a toujours, alors on va prendre l'installation classique à la maison, il y a toujours de l'eau qui circule, mais il y a forcément quelqu'un ou quelque chose qui met en mouvement cette eau. Ça peut être une pompe, ça peut être un réservoir, ça peut être un château d'eau, ça peut être dans une installation, une chaudière, etc. En vapeur. Donc, un robinet n'est jamais seul, il y a toujours le couplage entre le robinet et l'installation. Donc, en fait, il y a deux grandeurs importantes, le débit et la pression. Alors, le débit, comment est caractérisé le débit dans une installation? On a la vitesse du fluide. Alors, la vitesse, on ne la voit pas. C'est une vitesse du fluide c'est l'eau qui est en mouvement. Je parle de l'eau parce que c'est plus simple dans les équations. L'eau, c'est un fluide incompressible. On va voir après la différence avec les fluides compressibles. C'est de l'eau qui circule. On va prendre de l'eau. On ne la voit pas à l'intérieur. Il faudra mettre une tuyauterie plexiglas, et même si c'est de l'eau claire, il faudrait mettre des particules pour voir l'eau qui circule. Mais par contre, ce qu'on voit bien, c'est le débit. On prend un robinet, on l'ouvre, on met un seau, on prend un chrono et on a un débit en mètres cubes par seconde ou en mètres cubes par minute. Et la relation qui lie la première relation qui lie vitesse et débit, c'est la surface du tuyau. Si on prend un robinet de maison, on regarde le diamètre qui sort, on a, ça sera un petit diamètre de 10 mm, on calcule sa surface et on peut déterminer la vitesse du jet. Donc ça, c'est la première grandeur. Et ça, pour un fluide incompressible, ce débit se conserve. C'est-à-dire que, quelle que soit dans l'installation, quelle que soit la variation, par exemple, de section, quel que soit le robinet qui traverse, on a en fluide incompressible, on a pour de l'eau, un exemple de l'eau, on a ce débit qui se conserve. Donc, on l'exprime en mètres cubes par seconde. Vous, en industrie, on utilise le mètre cube par seconde, mais on utilise beaucoup le mètre cube heure. C'est une grandeur, malgré que ce n'est pas une grandeur internationale pour les puristes, mais c'est la grandeur qui est utilisée très souvent dans l'industrie. La robinerie sanitaire et bâtiment, qui n'est pas le domaine, mais on utilise des litres par minute. C'est le robinet de votre cuisine. Mais nous, en industrie, on a l'habitude d'utiliser le mètre cube heure. Par contre, toutes les équations de mécanique des fluides, il faudra revenir à des unités système international, c'est-à-dire des mètres cubes par seconde, et donc des vitesses en mètres par seconde et des sections en mètres carrés. Si on prend de l'eau, par exemple, à une vitesse de 3 mètres par seconde, dans une tuyauterie de 100 mm, et on va déterminer son débit. Donc, je vous laisse un instant de réflexion. Donc, son débit, ça va être la vitesse fois la section. Donc, la section, c'est une section circulaire. Donc, c'est pi fois le diamètre au carré divisé par 4, pi de 2 sur 4.
À partir du diamètre de 100 mm, on divise par 1000, on a un diamètre en 1000, et donc on a une section en mètres carrés. Je répète, la section c'est pi d2 sur 4, diamètre en mètres, pour avoir des mètres carrés, et donc on a une section en mètres carrés. Quand on a une section en mètres carrés, on multiplie par la vitesse en mètres par seconde, et donc on a un débit qui circule dans notre tuyau en mètres cubes par seconde. Pour avoir des ordres de grandeur, par exemple pour une vitesse de 30 mètres par seconde, j'ai fait l'exercice, j'ai fait le calcul, dans un diamètre de 100 mm, on a un débit qui est de 84 mètres cubes heure. J'ai fait le calcul. Donc en fait, on voit les ordres de grandeur qui circulent dans un tuyauterie avec une section de 100 mm et une vitesse de 3 mètres par seconde. On a un débit de 84. Ça permet de fixer les ordres de grandeur. Ensuite, on diminue cette section. On va diminuer cette section. Un tuyauterie, on passe de 150. Un robinet, à l'intérieur, on va diminuer ces sections. On voit bien que ce qui va se passer à l'intérieur d'un robinet, malgré qu'on a une bride d'aspiration et une bride de refoulement en 100 mm, à l'intérieur, il va se passer des choses. On va diminuer forcément la section de passage. Peut-être pas par un robinet de sectionnement, mais une vanne de réglage ou un robinet de réglage ou une vanne de régulation, on voit bien que ces sections vont diminuer. Donc, à l'intérieur du robinet, les vitesses peuvent augmenter. On va faire le petit exemple ici pour des 50 mm. On peut le faire dans les deux cas. Soit on a le débit qu'on a calculé tout à l'heure, 84 mètres cubes heure, et on recalcule la vitesse en faisant le débit divisé par la section. La section, on la calcule par rapport aux 50 mm. Donc pi d2 sur 4, le diamètre sera 50 mm. Donc on peut le remettre 0,05 mètres. Et on va trouver une vitesse, la vitesse. Ou on peut aller plus vite. On voit que le débit est fonction du diamètre au carré. Donc si on multiplie, si on divise le diamètre par 2, si on diminue la section, on voit bien que la vitesse va augmenter. Si on diminue le diamètre par 2, la vitesse va monter, va être multipliée par 4. Donc on aura une vitesse dans la petite section de 12 mètres par seconde. Et c'est ce qui peut se passer dans un robinet, c'est-à-dire qu'on peut avoir des vitesses élevées à l'intérieur du robinet ou d'une vanne de régulation parce qu'on diminue les sections de passage. Et on va voir tout à l'heure les problèmes que ça peut poser. Deux grandeurs importantes en mécanique des fluides, c'est la vitesse et la pression. Donc la pression, c'est quoi? C'est pareil. La pression, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Comme la vitesse du fluide. Et là, la pression, on ne la voit pas du tout. Par contre, ce qu'on peut voir, ou au moins ressentir, c'est la force. On sait on peut lever des masses. Pour lever une masse de 10 kg, il faudra une force de 10 décanewtons. On va parler tout à l'heure. Donc en fait, la pression, c'est une force divisée par une surface. Ou la force, par exemple pour un vérin, c'est la pression multipliée par la surface. Donc là, les deux grandeurs qui sont importantes, que je rappelle parce que j'insiste, c'est la vitesse et la pression. La vitesse et la pression, deux grandeurs qu'on ne voit pas, mais qu'on peut recalculer par la surface. En multipliant par la surface, on a le débit. En multipliant par la surface, on a un effort. Un effort qu'on peut mesurer, qui est plus mesuré. Bien sûr, on est toujours dans les systèmes internationaux, donc la force en newton, la surface en mètre carré, et donc on aura une pression en newton par mètre carré ou en pascal. Bien sûr, pareil, dans l'industrie, on n'utilise pas beaucoup le pascal, mais dans les équations de mécanique des fluides, il faut revenir au pascal. On utilise plutôt, vous savez tous, le bar, et le bar, c'est 1 10 puissance 5 pascal, donc c'est 1 et 5 zéros derrière de pascal. On utilise le bar parce que ça évite de mettre plein de zéros derrière, et c'est une unité qui est très utilisée dans l'industrie. Donc, il est important
Donc la pression, c'est la force, je rappelle, par la surface. On utilise beaucoup plus souvent le bar que le pascal. Et donc la pression, alors, par exemple, là, un bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Et aussi, un bar, au niveau de la force, c'est 1 décanewton en force divisé par 1 cm². On peut calculer, par exemple, la pression qui est créée par une masse de 10 kg. Là, on sait très bien, on met une masse de 10 kg sur un vérin avec une surface de 100 mm ou sur une surface de 100 mm, on met de l'eau en dessous ou de l'huile et on calcule la pression. Donc, en fait, on a une force, à partir des 10 kg, on a une force qui est la masse fois l'accélération de l'apesanteur, 9,81. On va prendre 10, par exemple, et donc une masse de 10 kg va nous donner une force de 100 newtons ou une force de 10 décanewtons. C'est pour ça qu'on peut, donc en fait, on dit que avant, on disait que par exemple, on parlait de kilogramme force. Donc c'est pour ça que le kilogramme force vient de là, c'est que 10 kg est à peu près égal à 10 décanewtons au 9,80 après. Donc, ensuite, si on veut calculer la pression que crée cette masse de 10 kg qu'on a mis sur un vérin, on divise par la surface. Et donc, on trouve 10 kN par la surface en centimètres carrés, 10 kN par centimètre carré, et on aura la pression en bar. Donc, tout à l'heure, on a fait le calcul pour 100 mm pour notre tuyauterie. C'est la même chose. On calcule la surface égale pi d2 sur 4, et on aura donc la surface, et on aura la pression, qui sera, donc là, on a calcul de 0,13 bar. On multiplie, si on a pris une masse de 10 kg, si on prend une masse de 1 tonne, ça sera 1000 kg, et donc ça sera 100 fois plus pour notre pression. Voilà les deux grandeurs importantes. Qu'est-ce qui lie en mécanique des fluides la vitesse et la pression? Pour un écoulement compressible, ce sera plus simple pour l'instant, pour de l'eau. On va voir pour les écoulements compressibles. Pour les écoulements incompressibles, excusez-moi, on va voir tout à l'heure le compressible. Donc, un écoulement incompressible, c'est de l'eau. Avant, tout à l'heure, on parlera d'écoulement transitoire. Bernoulli ne peut être utilisé qu'on appelle pour un écoulement permanent. Alors, c'est quoi un écoulement permanent? C'est qu'on a ouvert le robinet, un exemple de robinet de cuisine, on l'ouvre et on laisse couler pendant 1 minute que tout soit bien stabilisé. Donc, quand on ne peut pas appliquer cette équation au démarrage arrêt d'une installation, on applique cette équation quand l'installation est en route depuis un moment. Donc, en fait, c'est quoi l'équation de Bernoulli? C'est ce qui lie pression et vitesse. Il y a un moment donné qu'on a relié ça à l'intensité et la différence de potentiel. Sauf qu'en électricité, U égale RI, c'est plus simple parce que c'est linéaire. La tension est linéaire par rapport à l'intensité, pas la résistance. Alors qu'en mécanique des fluides, c'est un peu plus complexe parce qu'on n'a pas de relation linéaire entre pression et débit, et pression et vitesse. Donc en fait, il dit que l'énergie dans un point, P1 plus un demi de ρ, V1 au carré, ρ c'est la masse volumique, plus une énergie potentielle, une énergie liée à la hauteur, ρ G1, est égal à donc, P2 plus un demi de ρ V2 au carré, plus la même énergie potentielle à une hauteur différente, ρ GZ2, plus les pertes. Donc on voit bien que quand on parle déjà de perte de charge, la perte de charge, c'est vraiment une perte qu'on appelle la perte de charge. Ce sera tout ce qui est à gauche de l'équation, en 1, moins tout ce qui est en 2, à droite de l'équation. Et la charge, une perte de charge d'un robinet, c'est bien la différence entre les deux. Alors bien sûr, si le diamètre amont et aval est le même, et V1 carré et V2 carré, c'est les mêmes. S'ils sont à la même hauteur, le diamètre d'entrée et sortie, le diamètre d'entrée et sortie sont à la même hauteur, on a bien une perte qui est égale à P1 moins P2 pour notre robinet. Qu'est-ce qui lie? Pourquoi on a la pression qui lie vitesse et ρ GZ y potentiel? Parce qu'on peut voir un écoulement, on le sent bien, un écoulement qui est créé uniquement par une hauteur,
par exemple un château d'eau, l'écoulement pour un château d'eau est créé par la hauteur du château d'eau. C'est la hauteur d'eau dans le château d'eau qui crée la vitesse. Ensuite, l'écoulement, il peut être créé et il sera créé par une différence de pression. Si on n'a pas de différence de pression, on n'a pas de création de vitesse. Donc, les deux équations, l'équation qui lie pression et vitesse, c'est comment ma vitesse est créée, soit par de la pression, soit par une différence de hauteur. Une application de l'équation de Bernoulli en statique, par exemple, donc là, mes vitesses sont nulles, mes vitesses sont nulles, j'ai uniquement mon terme pression d'un côté, et je mets mon zéro, par exemple, je mets mon zéro au fond de mon tonneau. Donc le 0 est là, donc le rho GZ1 est égal à 0. Et je mets en haut le P2, en haut du roseau du tuyau, parce que je vais vous expliquer après pourquoi le roseau. Et je mets mon P2 en haut du roseau. Donc si j'applique Bernoulli tout très simple, j'ai P1 égale P2 plus rho GZ. Ici, rho GZ peut être la hauteur du fond de mon tuyau jusqu'en haut. Pour retenir ça, c'est l'expérience de Pascal qui avait fait exploser un tonneau en mettant un roseau. Et à l'époque, il a failli être brûlé pour ça. C'est passé pour un sorcier, faire exploser un tonneau avec un tout petit roseau. Donc, il avait monté la hauteur et la pression dans le tonneau augmentait. Quelle est la pression créée par 10 mètres d'eau? Donc, P1, P2, c'est la pression atmosphérique. Rho GZ, c'est 10 mètres. Donc, on peut avoir que la pression créée par 10 mètres de hauteur d'eau, rho c'est 1000, G c'est on va prendre 10, c'est 9,80, on va prendre 10, Z 10. Si on fait le calcul, ça fait 1 10 puissance 5, c'est 1 bar. Donc, on a la pression P1 et la pression P2, pression atmosphérique, plus 1 bar. Donc, en fait, pression atmosphérique plus 1 bar. En fait, ou en pression, ça c'est la pression absolue. En pression relative, je rappelle, on enlève la pression atmosphérique. Donc, en fait, en pression relative, on a exactement 1 bar pour 10 mètres d'eau. Donc, en fait, 10 mètres d'eau, si on prend 10 mètres d'eau et au fond de mon réservoir de 10 mètres d'eau, j'aurai une pression de 1 bar. Un manomètre, j'insiste sur la pression effective et la pression absolue, un manomètre mesure une pression effective. On appelle aussi pression relative. La météo, pour vous expliquer bien Bernoulli, donc normalement, la météo, vous avez des dépressions et des anticyclones qui sont des surpressions. On le voit sur le graphe. On peut en première approximation, mais vous n'aurez pas d'échelle de vent. Quand on a des très faibles, on le verra tout à l'heure en écoulement compressible, quand on a très faible delta P, on pourrait utiliser Bernoulli, malgré que c'est un fluide compressible, c'est de l'air, en première approximation. Voilà, donc on pourrait s'amuser à calculer la vitesse entre une dépression de 995 hectopascales à une pression de 1015 hectopascales. La pression atmosphérique classique est 1013. Donc là, on a une petite dépression et une petite surpression. La vitesse en A, c'est la vitesse en A loin est égale à 0, si on va créer la vitesse. Et donc, on va avoir une vitesse au niveau de la dépression qui sera une vitesse importante. Le tube du pitot, je passe aussi. Le tube du pitot permet, toujours avec l'équation de Bernoulli, permet de mesurer une vitesse. Donc là, autour du pitot, on a une pression statique en BP, puis on a une pression dynamique où la vitesse devient égale à 0. Donc, on va créer une pression dynamique avec une vitesse égale à 0. Donc, les tubes du pitot sont utilisés, par exemple, alors pas avec du fluide compressible, pareil, pour mesurer les vitesses des avions. On n'a pas d'autre solution, entre guillemets, on n'a pas de roue, on n'a pas d'autre solution qu'utiliser un tube du pitot, pas avec l'équation de Bernoulli, parce que Bernoulli est utilisé pour les fluides incompressibles, mais pour les fluides compressibles, on a des équations pour mesurer la vitesse du vent. Un mot aussi dans le sens inverse, pour une pompe. Comme je l'ai dit, un robinet n'est jamais seul sur un circuit. On a toujours soit alors moi je vais prendre de l'eau et je vais prendre le fait que ma vitesse
est créé par une pompe. On a une pompe, elle fournit un robinet, on a une perte d'énergie, une pompe, elle va fournir de l'énergie. Donc, on a toujours l'équation de Bernoulli, sauf que là, on a plus d'énergie à la sortie que l'énergie à l'entrée. Donc, en fait, et les constructeurs de pompes ont appelé ça, ont tout divisé par Roger. P égale Roger, je dis 10 mètres de colonne d'eau, c'est à peu près un bar. Donc, les constructeurs de pompes ont préféré diviser par Roger. P2 sur Roger, c'est équivalent à 1 mètre de colonne d'eau. Et ils ont utilisé les mètres de colonne d'eau. Et ce qui est important avec un robinet et un circuit, c'est qu'en rouge, vous avez le circuit de la pompe. Donc ça, en rouge, c'est un circuit pour une pompe donnée. Donc à chaque pompe, on aura un circuit différent. En noir, on a la courbe de perte de charge du réseau, on en verra un exemple, et du robinet. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'est le débit que vous avez dans l'installation, c'est le débit de c'est le débit qui est lié, le point d'intersection entre le courbe de la pompe et la courbe de caractéristique du réseau. C'est ça qui est important. C'est le point. On n'a pas n'importe quel débit à travers un réseau. Et c'est pour ça qu'on va placer un robinet ou une vanne de régulation qui va venir régler le débit. Le débit, la pression est au carré du débit pour l'écoulement turbulent. Qu'est-ce qu'on appelle un turbulent? Il faut faire intervenir le nombre de Reynolds. Donc, le Reynolds, c'est la vitesse du fil qu'on a vu tout à l'heure fois le diamètre de la section divisé par la viscosité. On voit bien qu'un fluide, que l'eau n'est pas très visqueuse. Donc, on a des Reynolds qui sont très grands. Par contre, avec de l'huile ou des fluides très visqueux, on aura des Reynolds qui seront très petits. Et dans ce cas-là, on ne peut plus dire que la perte de charge est proportionnelle au carré du débit, au carré de la vitesse. Donc, nous, pour de l'eau, ou même pour de l'air, on a des Reynolds importants. Et donc, on est tranquille là-dessus. Le delta P sera linéaire par rapport linéaire. Le delta P sera au carré de la vitesse, au carré du débit. D'où les points robinet donnés. Là, on a tracé le débit en fonction du racine du delta P. Donc, pour un débit donné dans les faibles delta P, dans les faibles delta P, dans les faibles débits, on ne peut pas utiliser, comme je dis, ce n'est pas linéaire par rapport à la racine du delta P, soit au carré du débit, soit linéaire à la racine du delta P. Et nous, on va travailler dans la courbe point robinet, on va travailler dans la zone où on a une droite, où on a quelque chose de débit qui est en fonction du racine du delta P. Donc, j'arrive à mon KV du robinet, que vous connaissez peut-être. Donc, le KV est déterminé par une norme, la 1267, ou la norme vanne de régulation, la 6534. Et le Q sur racine de delta P est constant. Et en fait, pour les robinetiers, on l'a appelé le KV. Si je prends de l'eau, le KV, la densité est égale à 1. Le KV, c'est Q sur racine de delta P. Dans les normes, on a choisi, on n'a pas utilisé les unités internationales. On a préféré prendre des débits en mètres cubes et des delta P en bar. Donc, en fait, c'est un peu, voilà, c'est un peu, j'allais dire, on n'est pas du tout dans le système international parce que c'est une unité couramment utilisée en industrie, le mètre cube et le bar. Voilà le KV d'un robinet. Tout constructeur de robinet dans une dock va vous donner le KV en fonction. Bien sûr, c'est pour une ouverture donnée. Hein. Et pour un bien sûr, et ce n'est pas dimensionnel, pour un diamètre donné. Le KV va augmenter avec le diamètre, mais le prix aussi. Donc, un robinet de plus grand diamètre va laisser passer plus de débit, on comprend bien, qu'un robinet de petit diamètre. Alors, il n'y a pas d'unité. Certains constructeurs le nomment quand même en mètre cube heure parce que c'est le débit en mètre cube heure sous un delta P de 1 bar. On peut trouver dans la doc de constructeur le KV qui est exprimé en mètre cube heure. En fait, c'est des mètres cube heure divisés par des racines de bar. Un mot sur la cavitation. Tout à l'heure, je vous ai dit, à l'intérieur du robinet, il se passe des choses. Nous, on voit la pression à l'entrée, on voit la pression à la sortie. Il y a eu une perte de charge. À l'intérieur, les sections vont diminuer. Si les sections diminuent à l'intérieur,
les vitesses vont monter. Donc, on aura des vitesses importantes à l'intérieur du robinet. Et si on prend Bernoulli, si les vitesses augmentent, avec l'équation de Bernoulli, à l'entrée, on a P1 P de Robin 1 carré, j'enlève le Z. À l'intérieur, on aura P plus 1,5 de rho vitesse à l'intérieur. Si cette vitesse augmente, la pression va diminuer. Et qu'est-ce qu'il risque de faire à l'intérieur? Si cette pression diminue, on peut atteindre la pression de vapeur et cavité, ce qu'on appelle cavité à l'intérieur du robinet, c'est-à-dire que l'eau se transforme en vapeur. Alors, bien sûr, c'est pour ça que le graphe est donné où on a la pression de vapeur qui est tracée, où on est largement à l'intérieur du robinet, on est au-dessus de la pression de vapeur, pas de souci. On traverse la pression de vapeur, bah là, on va caviter à l'intérieur du robinet. Et puis la dernière courbe, là, c'est du flashing, c'est-à-dire qu'on est complètement, y compris derrière le robinet, on est en dessous. Donc là, on cavite complètement à l'intérieur du robinet. La pression de vapeur, donc c'est la pression à laquelle l'eau se transforme en vapeur. L'eau se transforme en vapeur à 100 degrés, c'est la pression atmosphérique. Par contre, quand on diminue la pression, par exemple à 23,4 millibars, j'ai mis en millibars, on a une pression, une température de 20 degrés. Donc l'eau peut se transformer en vapeur à 20 degrés en diminuant sa pression. Et c'est ce qui peut se passer à l'intérieur du robinet. Là, vous avez un autre graphe où on a une section à l'intérieur du robinet qui diminue. Alors là, on a noté la SC, la section qui sera un peu plus petite que la section de passage. Ça, c'est en fonction d'écoulement. Et donc là, la pression, juste à ce point-là, la pression à ce point-là, SC, elle va diminuer parce que la vitesse va être plus grande parce que la section diminue. Et là, on va caviter. Et les constructeurs de robinetterie industrielle, mais essentiellement de vannes de régulation, parce qu'une vanne de régulation, on va lui demander, et on l'appelle aussi couramment vanne anti-cavitation, c'est-à-dire qu'une vanne de régulation est faite pour ne pas caviter. Donc, on va définir un nombre Fn. Ça a été pareil que le KV, ça a été donné par le constructeur. C'est normé dans les normes 60-634. Et c'est quoi le Fl? C'est une grandeur qui est donnée pour le constructeur Qmax en mètre cubeur. Le KV, on l'a vu, le ρ sur 0, sa densité. Donc, on va prendre 1 sur P1, la pression amont, moins 0,96. 0,96, ça vient des propriétés physiques du fluide, moins la pression de vapeur. Donc, en fait, pour une ouverture donnée, une ouverture, j'insiste, pour une ouverture donnée, un robinet aura une valeur de Fl. Donc, sa valeur de Fl va lui donner l'importance à un robinet à cavité. Plus le Fl est proche de 1, je ne vais pas redétailler toute l'équation, mais le Fl proche de 1, on cavite très peu. Les Fl de 0,2, 0,3, on cavite beaucoup plus. Donc, une vanne de régulation aura des Fl qui sont de 0,8, 0,9. On trouve Par contre, une vanne classique soupape aura des Fl de 0,4, 0,5. Par contre, voilà pourquoi on n'est pas dans les mêmes domaines. La robinet soupape, on sera plutôt à des variations de section intérieure très accidentées. Donc, on aura des survitesses à l'intérieur. La vanne de régulation, comme on coupe le débit, on casse le débit par des multitudes de petits trous. Donc, on va casser la pression de façon progressive. On va avoir donc des survitesses progressives. Et donc, on va éviter d'avoir une section comme ça trop importante à l'intérieur du robinet. Et on va éviter de caviter à l'intérieur du robinet. Voilà pour les vannes de régulation. Un exemple, par exemple, pour une vanne de régulation, comment on choisit une vanne de régulation? J'ai pris une pompe parce que c'est plus simple. Une pompe qui fournit 5 bars. Bon, les pompes, voilà, elle fournit 11 bars à 5 mètres cubeurs et elle fournit 10 bars à 50 mètres cubeurs avec des rendements de 0,6, 0,8. Bon, ça, c'est un exercice, c'est un cas réel qui a été repris en exercice lors du stage robinetterie. Donc voilà l'installation. On a une pompe, on a une vanne de régulation qu'on va devoir déterminer. On a un échangeur. On a la perte de charge dans la ligne. On a 10 mètres d'eau et on a un réservoir
à gonfler de 4 bars. Donc la pompe, elle sert à quoi, la pompe? La pompe, elle sert à vaincre les pertes de charge de l'échangeur. Je vous donne ces deux. Ça, c'est donné. 2 bars. Donc là, les pertes de charge d'échangeur, vous pouvez le connaître. Elle sert à monter de l'eau à 10 mètres qui est 1 bar. Donc ça fait. Et à gonfler un réservoir à 4 bars. Donc là, quand on fait la somme, la pompe, elle sert à. Donc, on a 11 bars qui sert à gonfler. Je reviens sur ma caractéristique de pompe. À 50 000 cubeurs, j'ai 10 bars, oui. À 50 000 cubeurs, j'ai 10 bars. Et donc, ma pompe, elle sert à vaincre 2 bars de perte de charge échangeur, 1 bar de hauteur et 4 bars. Donc, en tout, ma pompe, elle sert à vaincre, normalement, 7 bars. Sauf que j'ai 10 bars à ma sortie. J'ai 10 bars à ma sortie. Donc, il me faut créer, pour que je passe par le point de fonctionnement que je veux 50 mètres cubeurs, il me faut créer à 50 mètres cubeurs 3 bars supplémentaires de perte de charge. Donc, ensuite, on peut le faire par graphique. Hein. Bon, là, graphique, on voit bien, on a la perte, on a la courbe de la pompe en haut, où on a 11 bars à débit pratiquement nul et on a 10 bars à 50 000 cubeurs. Et en bas, on a la perte de charge du réseau. Donc, je disais, il y a l'échangeur de bars, la hauteur 1 bar et le réservoir 4 bars. Et il nous manque 3 bars pour que les deux courbes, pour créer une perte de charge de 3 bars. Et que là, si on ne met pas de vanne de régulation, les deux courbes vont se croiser quelque part à un débit supérieur à 50 mètres cubeurs. Donc voilà, donc il me faut une vanne qui fait 3 bars de perte de charge à 50 mètres cubeurs. Donc en fait, je passe. On détermine donc son KV. Son KV, c'est Q sur racine de delta P. Donc on a 50 divisé par racine de 3. À 50 mètres cubeurs, je veux qu'il y a 30 bars. On va passer l'exercice numérique. Donc en fait, et on va trouver le KV. Alors vous avez pu entendre parler aussi du KV ou du CV. Certains constructeurs ici, dans les courbes de leur courbe de caractéristiques de robinet, donnent un KV ou un CV. Le CV, c'est l'unité anglo-saxonne. Donc, quand c'est des constructeurs aujourd'hui, le CV, c'est 1,16, c'est une constante par rapport au KV, avec une unité anglo-saxonne. Donc, tout à l'heure, j'ai fait le calcul pour vous. On trouve un CV de 33,5. Donc, à partir de là, à partir de 33,5, et bien sûr, on donne une vanne de régulation, on va donner son pourcentage d'ouverture, donc de 10% à 100%. Donc, on pourrait avoir, bien sûr, le CV va donc diminuer, ou le KV va diminuer en fonction de son ouverture. On comprend bien, hein, quand on ferme un robinet, le débit diminue. Donc, le CV et le KV diminuent. Et donc là, bon, si on prend une vanne en DN, l'ADN 40 pourrait convenir, parce qu'on a un CV 33,4, sauf qu'on va être juste à 100% d'ouverture, et avec une vanne en DN 50, surtout qu'on aura des pertes de charge qu'on n'a pas notées, là c'est le KV, c'est la perte de charge du robinet, mais on aura des pertes de charge amont et aval de la jonction, du raccordement de la tuyauterie en amont du robinet et aval. Donc en fait, on va plutôt choisir une vanne de 50 mm. Après, qu'est-ce qui fait choisir? Après, bon, elle va travailler, c'est pas trop grave, elle va travailler à 80% de sa fermeture. Et après, si on veut monter un peu les débits dans le process, on pourra monter un peu les débits dans le process. Bien sûr, le choix du diamètre, c'est aussi le prix qui sera important en fonction du diamètre choisi. Voilà pour les fluides compressibles. Incompressibles. Incompressible, c'est l'eau. Pour les fluides compressibles, en mécanique des fluides, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que là, le débit dépend, non pas, on ne peut plus appliquer Bernoulli, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les fluides incompressibles. On a le débit qui dépend de la racine du perte de charge du robinet divisé par la pression amont. Donc, la pression amont, il faut déterminer cette pression amont. Et si on va jusqu'au bout, il faut faire un essai en air pour
tracer toute la courbe du débit en fonction de ce racine du delta P sur P1 et déterminer surtout, c'est-à-dire qu'à une certaine valeur de delta P, vous avez l'écoulement critique, on a l'écoulement sonique. C'est-à-dire qu'on atteint la vitesse sonique à l'intérieur du robinet. Vous placez une soufflette sur un réservoir. Si vous avez un delta P assez important, c'est fonction du gamma, des propriétés physiques de l'air. Si vous avez un delta P assez important, vous avez un écoulement sonique sur votre soufflette. Donc, pour les écoulements compressibles, c'est un peu plus compliqué et surtout que c'est un peu plus complexe de faire un essai en air que l'essai en eau. Pourquoi? Parce que l'air est plus. C'est un fluide qui est beaucoup plus dangereux. C'est un fluide qui est plus dangereux que l'air parce qu'on peut avoir des ruptures si on a une rupture de canalisation, un fluide compressible va vouloir occuper son volume à la pression atmosphérique. Donc, on a le fluide compressible est un fluide beaucoup plus dangereux qu'un fluide incompressible. L'air est plus dangereux que l'eau. L'eau, vous avez l'impression, comme il est incompressible, vous avez une rupture de canalisation et puis vous n'avez rien. La pression chute tout de suite. Par contre, de l'air à certaines pressions de 10 bars, 11 bars en pression absolue, l'air va vouloir occuper 11 fois son volume quand on a une rupture. D'où l'air, c'est très dangereux. On peut appeler ça pratiquement c'est un réservoir sous pression. Entre guillemets, c'est une bombe. Si ça explose, on a l'air qui va occuper son débit. Donc, les fluides compressibles, c'est un peu plus compliqué. Par contre, sur les normes vannes de régulation, ou qu'on peut utiliser pour la vanne de colorimétrie industrielle, si on a un gaz peu détendu, c'est-à-dire qu'on a un rapport de delta P sur la pression amont qui est faible. Je vais prendre un exemple, les gaines de ventilation. Dans les gaines de ventilation, on a des faibles pressions et on a des faibles delta P. Par exemple, un robinet papillon grand ouvert ou un boisseau sphérique grand ouvert, on aura un delta P qui sera faible, vu qu'on a très peu de perte de charge pour ces robinets-là. Et là, on peut utiliser, en première approximation, on peut utiliser le KV que les constructeurs ont donné en eau pour ce type de fluide. Et donc, on va utiliser le KV et on va utiliser le KV, le débit massique en kg/h en fonction du KV, bien sûr. En fonction du KV, on a terminé, et du delta P et la masse volumique à l'entrée. Donc, c'est une équation relativement simple pour déterminer en air un débit massique. Alors, il faut savoir qu'en air, on préfère travailler ou en fluide compressible en débit massique plutôt qu'en débit volumique, parce que comme le volume va dépendre de la pression, au moins 1 kg d'air reste 1 kg d'air. Il ne bouge pas. Par contre, son volume, donc son débit volumique change en fonction de la pression. Donc, c'est plus simple. C'est plus simple pour tout le monde de travailler en kilogrammes par seconde, en kg/h, pour pas qu'on ait cette variation. Certains aussi utilisent le normomètre cubeur, c'est le mètre cube d'air pris aux pressions et températures normales, donc la pression atmosphérique, température normale, 20 ou 0 degré, ça dépend des équations. Et donc, mais moi, les constructeurs de robinets préfèrent travailler en kilogrammes par seconde, kilogrammes par heure dans les équations. Ensuite, pour un gaz détendu, le robinet soupape, on a une équation, on a deux paramètres qui interviennent, le Y et le X. C'est des équations qui sont relativement simples également, dire qu'on a simplifié, on a déterminé ces équations en kilogrammes par seconde, en kilogrammes par heure, en fonction de deux coefficients X, Y. Je donne ici qu'est-ce que c'est le X et le Y. Alors, le X, c'est quoi? Le X, en fait, c'est le fameux delta P sur P1. Donc, c'est ce qu'on va tracer. Pour chaque delta P, on aura un X, donc on peut tracer le Y, le delta P sur P1. Par contre, il faut trouver, je rappelle, quand l'écoulement devient sonique, on a à la droite, il faut déterminer ce XT, on l'appelle XT, c'est quand on a delta P sur P1 qui a atteint l'écoulement sonique. Donc, en fait, toutes ces équations, pour un robinet en écoulement compressible, l'essai va être aussi déterminé d'une part la courbe, mais ce fameux coefficient XT quand on atteint la pression
qu'on atteint une certaine étape sur la pression où on a écoulement sonique, c'est-à-dire qu'on est saturé. Comment on détermine ce XT, ou l'équation, ou la courbe complète? Comment on détermine ce XT? Il y a deux façons. Donc, Y, ça dépend de X, c'est compris entre 2 tiers et 1. Il y a soit à faire un essai en R. Un essai en R, alors pour des vannes de régulation, on fait des essais en R de coefficient XT. Ou, il y a très longtemps, il y a eu des publications qui ont été faites sur une correspondance entre le nombre Fl qui est la saturation en fluide en eau, par exemple, en fluide incompressible, et le fameux XT. En fait, c'est deux phénomènes physiques, malgré que c'est des fluides complètement différents. On a trouvé dans la littérature, on trouve des publications où ils ont été vérifiés pour quelques types de robinets. Ils ont trouvé une relation de 0,4 Fl carré. Ensuite, il y a des valeurs types du XT qu'on trouve aussi dans la littérature pour différents types de robinets. Voilà pour la mécanique des fluides pour les écoulements incompressibles et les écoulements compressibles. Quand même un focus sur les écoulements régime transitoire, parce que c'est important un régime transitoire. Tout à l'heure, j'ai dit Bernoulli, ou les écoulements fluides compressibles, c'est quand on ouvre et on ferme un robinet. Et qu'on attend longtemps que tous les paramètres, tous les paramètres soient permanents. Un écoulement transitoire, qu'est-ce que c'est? Et c'est là où il se pose souvent des difficultés, c'est quand on va venir fermer ou ouvrir un robinet. Donc en fait, l'objectif de ce chapitre, c'est donc déterminer les régimes transitoires sur une installation avec un robinet. On va voir, on va faire un exercice avec un robinet. Et comment calculer de façon simple ces régimes transitoires et aussi comment les diminuer. Alors, vous avez entendu parler, tout à l'heure, j'en parlais des coups de bélier. Donc en fait, des régimes transitoires sur une installation, c'est ouverture, fermeture d'un robinet. Il y a aussi le démarrage arrêt des pompes, il y a un rupture de conduite, fréquence de démarrage arrêt des pompes trop fréquent, et bien sûr, ce qui nous concerne, nous, c'est la fermeture brutale d'un clapet, par exemple, et l'ouverture-fermeture d'un robinet. À l'ouverture et la fermeture de robinet, en régime transitoire, à chaque fois qu'il y a une variation de vitesse ou de débit, il y a une variation de pression. Quand vous fermez un robinet, ou quand vous fermez un robinet essentiellement, ou un clapet qui va se fermer, il y a de l'eau qui arrive sur votre robinet. Il faut bien que cette eau, qui a une certaine énergie, se transforme. Vous avez un train qui arrive, une voiture qui arrive sur un mur. Il faut que cette énergie se transforme. Une voiture, c'est lié à sa vitesse au carré, c'est à peu près pareil, et elle se déforme pour absorber l'énergie. Et l'eau, je prends le fluide compressible, parce qu'on a une fluide incompressible, excusez-moi, l'eau, il faut que l'énergie se transforme, elle se transforme en pression. Donc, en écoulement transitoire, à chaque fois qu'il y a une variation de vitesse, il y a une variation de pression. Donc, ça peut être très important. Et s'il n'y a pas de protection ou de dégradation, s'il n'y a pas de protection, il peut y avoir une dégradation, des ruptures de canalisation, des robinets qui soient détériorés, des pertes d'étanchéité et dégrader la robinetterie, bien sûr. Alors, comment on calcule un coup de bélier? On ne va pas rentrer dans des équations très complexes. La célérité, il nous faut la célérité des ondes dans l'eau ou dans une tuyauterie. La vitesse de l'air, c'est 300 mètres par seconde, 340 mètres par seconde. La vitesse dans l'eau, c'est le même principe, c'est des ondes de pression qui se déplacent dans l'eau, et l'eau, ça se déplace un peu plus vite que dans l'air. Et les ondes de pression dans l'eau se déplacent à 1000 mètres par seconde dans une conduite en acier. Si on s'aperçoit bien que si on a une conduite en une tuyauterie souple, par exemple, inflexible, les vitesses, les propagations des ondes, les vitesses vont être diminuées. Donc, dans de la tuyauterie polyéthylène, par exemple, dans la tuyauterie plastique, on va avoir des vitesses qui sont diminuées parce que l'équation théorique de la vitesse est donnée par une formule qui dépend de la compressibilité du liquide. C'est-à-dire que quand on est dans ces déformations,
on ne peut plus considérer que le fluide est incompressible. Donc, il y a une certaine compressibilité du fluide. Et puis, le module d'élasticité de la conduite. Si la conduite est très rigide, on aura des vitesses très importantes. Si la conduite est très souple, on aura des vitesses de célérité moins importantes. Donc, je vais vous donner deux équations relativement simples que vous pouvez utiliser pour calculer un coup de bélier sur une fermeture instantanée d'un robinet. Et bien sûr, comme là, on est avec le moment transitoire, qu'est-ce que ça veut dire instantané? C'est comparer par rapport à une longueur et une célérité. Une longueur divisée par une célérité donne un temps en secondes. Des mètres divisés par des mètres par seconde. J'ai dit la célérité dans l'eau, c'est pratiquement 1000 mètres par seconde. La longueur, c'est quoi? C'est par exemple la longueur de sortie en robinet et sortie de la pompe, ou par exemple une longueur de tuyauterie de DN100 qui a un piquage sur un DN 300-400. Voilà, cette longueur de tuyauterie, le gros piquage sur un diamètre 200-300 va faire une réflexion d'onde, va être considéré comme un grand réservoir. Donc voilà, cette longueur, cette notion de temps est caractérisée par rapport à une longueur. Donc en fait, un temps qu'on appelle un temps fermeture instantanée, par exemple, je prends une longueur de 10 mètres, donc ça fait 2 fois 10 sur 1000, donc on a 20 sur 1000 secondes, 2 centièmes de seconde, c'est des temps qui sont relativement courts pour la vitesse, et donc pour ces vitesses, on voit bien que ces temps de fermeture, dans la pratique, c'est quand même des temps qui ne sont pas souvent retrouvés. Par contre, si on a des longueurs qui sont très longues, on peut retrouver ces temps de fermeture. On va voir, je vais montrer ça un exemple à la suite. Donc, quand on a une fermeture instantanée, le delta P, le coup de bélier, c'est la masse volumique fois la célérité fois la vitesse du fluide. Donc, c'est une équation qui est relativement simple. Si on prend de l'eau dans un tuyau à 1000 mètres par seconde, on a delta P en bar, 1000 fois 1000 fois la vitesse. En pascal, c'est 10 fois, pour retenir, c'est 10 fois la vitesse. En bar, c'est 10 fois la vitesse. C'est-à-dire qu'on a une vitesse de 3 mètres par seconde dans de l'eau, ou 5 mètres par seconde, on coupe brutalement, on a une pression de 10 fois 5, 10 fois 3, 50, 30 bars. Donc ça, c'est une vitesse, c'est un delta P, c'est une rupture, un temps de fermeture instantané. Je vous l'ai dit, 1 centième de seconde, c'est très dur de fermer un robinet à 1 centième de seconde. Et c'est une équation simplifiée. L'autre équation simplifiée, c'est une fermeture progressive. Donc, si le temps est supérieur à 2 fois la longueur divisée par la célérité, donc là, c'est pareil si on est en progressif. Et là, c'est une équation qui est simplifiée pour une longueur, quand on a une tuyauterie toute simple, qui sortie d'une pompe avec une tuyauterie toute simple, et si on a une vitesse qui diminue de façon linéaire. Ça, c'est l'équation simplifiée. Après, pour faire des équations comme des réseaux beaucoup plus difficiles, donc il y a très longtemps, il y avait les graphes de Bergeron, les épures de Bergeron. Aujourd'hui, on a des codes de calcul qui permettent de calculer ces temps. Donc là, on a deux équations simples qui permettent, dans un premier temps, de faire un premier calcul de surpression. Donc j'ai pris un exemple qui était un exemple réel qui a été posé par un constructeur de robinet, parce qu'il y a des problèmes de surpression et de dépression dans sa conduite. Donc là, on a un diamètre D, on a un robinet à boîte sphérique et une longueur L1 amont, une longueur L2 à l'aval. Et donc, on a un robinet à boîte sphérique, on a une vitesse amont qui se balade tranquillement, une longueur L1, une longueur l'aval peut être bloquée par une tuyauterie de grand diamètre. Et donc, on vient fermer le robinet à boîte sphérique. Alors, il vient fermer en 1 seconde. Il faut faire attention aussi à ce qu'on appelle fermeture. Si on prend un robinet à boîte sphérique, en fait, le temps réel du boîtier sphérique, c'est plutôt 2 secondes, mais en 1 seconde, il vient couper 90% du débit. Donc, c'est pour ça que j'ai pris 1 seconde, parce qu'il vient, il faut voir sa courbe de. Vous avez des robinets papillons, par exemple, on vient couper le débit dans les derniers tours du robinet.
Donc, voilà l'exemple très simple. Hein. Voilà, j'ai pris une longueur, j'ai pris un tuyau en polyéthylène pour changer un peu par rapport à un tuyau plastique, par rapport à un tuyauterie en acier pour voir les ordres de grandeur de célérité. Donc, c'est un diamètre 125, une épaisseur, on a une longueur. C'est des choses classiques qu'on trouve. 100 mètres et 50 mètres, c'est des grandes longueurs. Et un débit de 70 mètres cubes heure, qui est un débit normal dans 125. Donc, le premier calcul serait un calcul de célérité pour calculer ça. Et donc, on a calculé la célérité avec la formule qui était donnée tout à l'heure. Donc là, on voit bien que c'est un tuyauterie souple. Donc, on est à 200 mètres par seconde de tuyauterie souple. Pas plus mal parce que si on a des fermetures instantanées, ça va diminuer le coup de bélier. On sent bien que dans un flexible, par exemple, si on a un coup de bélier, le flexible va se déformer beaucoup plus qu'un tuyauterie acier. On voit bien que dans des tuyauteries souples, des sévérités très petites, on a une surpression beaucoup plus petite. Donc, on calcule le diesel sur A, 0,92, et on voit si c'est supérieur ou inférieur au temps de fermeture. Donc là, le temps, c'est 1 seconde, donc il est supérieur à delta sur A, et on calcule la formule. On a un delta P de 3,16 bars. On a une pression amont de 2 bars. Donc, on a une pression de 5, on rajoute la pression de 5,16. Et si on a une surpression dans la limite, on peut avoir ici une dépression dans notre ligne. On calcule le diesel sur A, pareil. Le temps est 0,46, le temps est supérieur. Pareil, on utilise la même formule. On a un delta P de 1,58. On est dans une dépression. Donc, on a une préaval de 0,42 bars où il n'y a pas de risque de cavitation. Donc, voilà, ça, c'est des formules en écoulement transitoire. Fermeture, ouverture d'un robinet. C'est de la mécanique des fluides appliquée à l'écoulement transitoire. Ouverture lente ou fermeture rapide. Et comme je vous l'ai dit, quand c'est des réseaux complexes, on a l'avantage aujourd'hui d'avoir des outils qui permettent de calculer ça. Comment les éviter? Certains utilisent des ballons anti-bélier qui permettent d'absorber l'onde de pression. Des dispositifs d'entrée d'air, on fait rentrer de l'air pour enlever ce pic de pression. Ou pour les pompes, on a des volants d'inertie, ça évite que la pompe s'arrête brutalement. On va tout doucement arrêter la pompe. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, on a le choix du clapet. On parlait des coups de bélier engendrés par un clapet, pour revenir à ça. Un clapet, c'est un organe qui va provoquer des coups de bélier parce que dans l'autre sens, quand le débit passe à 0, le clapet n'est pas ouvert, donc il y a un petit débit dans l'autre sens qui vient dans le mauvais sens du clapet, qui vient claquer le clapet. Et donc, dans le choix pour diminuer les coups de bélier, les choix des clapets sont aussi importants, mais il n'y a pas que ça dans le choix des clapets. Les constructeurs le savent, il y a le fluide, il y a la perte de charge, il y a la fréquence, mais ça fait partie d'un élément pour éviter ou pour diminuer ces coups de bélier. Voilà, j'en ai fini, il est 15, j'en ai fini avec la présentation. Pour aller plus loin, si vous voulez aller plus loin, nous avons 4 formations en robinetterie et en pompe, en mécanique des fluides. Donc, il y a le L13 en robinetterie, c'est moi qui l'anime. Il y a plus que moi, parce qu'on est 4 ou 5 intervenants. C'est pour ça qu'il ne peut se faire qu'en inter au CETIM. On a le U70 qui est fait par un ancien constructeur de robinet, par un expert ancien constructeur de robinet, et le U240, 270 qui sont la mécanique des fluides et les pompes et stations de pompage où on va retrouver des pompes et robinets. Ensuite, vous pouvez consulter les sites du CETIM, consulter les agendas, chercher la mégathèque, vous pouvez retrouver des résultats importants sur des résultats d'action collective, des études qu'on a fait sur la robinetterie ou en mécanique des fluides, une chaîne YouTube, des solutions d'accompagnement, et puis vous pouvez toujours suivre nos actualités et échanger avec notre communauté. Voilà. Merci, Monsieur François, pour cette excellente présentation. Tout de suite, nous allons passer aux questions-réponses. N'hésitez surtout pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Monsieur François. Quelle est la vitesse normale dans les tuyauteries?
Alors, pour de l'eau, la vitesse normale pour de l'eau, c'est de l'ordre de 3-4 mètres par seconde. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de 12 mètres par seconde à l'intérieur du robinet, ça c'est exceptionnel. C'est quand le robinet commence à caviter. Donc, on n'est pas à ces vitesses-là dans les tuyauteries. Dans les tuyauteries, on est plutôt à 3 mètres par seconde. Pour de l'air, pour de l'eau, pour de l'air, on est plutôt là, on est un peu plus élevé. On est à 10 mètres par seconde pour de l'air ou de la vapeur. Très bien, merci. Seconde question. Comment calculer les pertes de charge dans une tuyauterie? Alors, les pertes de charge. On a des coefficients de perte de charge par des équations. Donc, on détermine un delta P qui dépend de la longueur divisée par la tuyauterie et par un coefficient de perte de charge. On trouve dans la littérature différents coefficients de perte de charge qui sont soit des ABAC, soit calculés par des rugosités ou des formules. Je pense à Colebrook, par exemple, pour certains qui connaissent. Mais aujourd'hui, on a des logiciels, on a encore des mémoires de perte de charge et des ABAC, mais on a quand même des logiciels, et j'en ai nommé un, AFT Fathom, qui permettent de faire des équations, d'une part des pertes de charge, et puis aussi qu'ils ont des modules pour calculer les coûts de bélier. Merci pour cette réponse. Autre question. Pour les robinets tournants, qu'est-ce qu'on appelle un petit diamètre? Pour les robinets tournants à petit diamètre, aujourd'hui, on est à. Alors, 400-500, c'est. Alors, hormis les applications bien, mais 500, c'est un bon diamètre. C'est un diamètre, voilà. 500 mm, c'est le diamètre max. Un petit diamètre, on trouve beaucoup de quarts de tour, de robinets quarts de tour de petit diamètre à 20, à la maison, entre guillemets, on est à 20-40 mm de diamètre. Très bien. Alors, nous attendons encore quelques questions de la part de notre audience. N'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions. C'est le temps des questions-réponses. Monsieur Pascal François est à votre disposition pour y répondre. Alors, super, nous avons une question. Monsieur Pascal François, quel état de surface pour une pipe d'admission de moteur air? Une état de surface Pour une pipe d'admission de moteur air. Alors moi, je peux répondre pour les états de surface dans les tuyauteries, où on est en rugosité relative 0,5%. Et par contre, là, dans une pipe d'air, je vois pas j'ai pas compris la question, excusez-moi. C'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est tuyauterie, la rugosité de relative de tuyauterie. D'accord, très bien. Nous attendons encore une ou deux autres questions. Si parmi vous, vous souhaitez poser des questions à Monsieur Pascal François, il est à votre disposition pour y répondre. Alors, on a une précision, une pipe d'admission de moteur entre carburateur et moteur. J'ai pas la réponse, excusez-moi, mais là, c'est pas mon domaine. Le moteur n'est pas mon domaine. Mon domaine est plutôt la remétrie et les pompes, et pas les moteurs thermiques. Je m'excuse de ne pas pouvoir répondre. On va attendre encore une minute si vous avez encore des questions à poser à Monsieur Pascal François.
Je pense qu'il n'y a plus de questions. D'accord. François, on va clôturer tranquillement. Ah, une dernière, on va profiter, on a une dernière question. Quelle est la célérité d'onde de l'eau pour une conduite en polyéthylène? Alors la question, c'était une conduite en polyéthylène, on sera de l'ordre de 250-300 mètres par seconde. La célérité de l'eau dans de l'eau infinie, par exemple, sans tuyauterie, on est à 1000. Dès qu'on a une tuyauterie souple, on descend très vite à 200-300. Et je pense que dans l'exercice, j'ai dû faire du polyéthylène. On était à 216 mètres par seconde. Donc très faible par rapport à une surface, par rapport à de l'eau infinie. Les dauphins communiquent à 1000 mètres par seconde. Très bien. Mais je pense, Monsieur Pascal François, qu'on va clôturer. D'accord, je remercie tout le monde. Nous aussi. C'est la fin de votre webinaire, mécanique des fluides appliqués aux appareils de robinetterie. Merci à notre intervenant, Monsieur Pascal François. Merci à notre partenaire, le CETIM. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci.